peut-on gagner des millions de sa passion? Je pense que c'est possible, mais je sais pas si c'est le but. Mais je sais pas si tous les passionnés sont capables de se rendre aux millions. Allez, le match va commencer, c'est parti. Le drapeau violet, ça veut dire passion. Le jaune, ça veut dire pognon. En mettant une photo de mes pieds, je gagne 10 fois plus qu'en faisant des travaux sur tableau hyper profonds. C'est gagner plus en kiffant plus. C'est quoi le truc le plus chiant que t'as dû faire en mission pour gagner de l'argent? Est-ce que c'est si facile que ça de vivre de sa passion? Quels sont les métiers passion qui cartonnent en 2025? Comment trouver la bonne idée et surtout la monétiser? Les erreurs à éviter aussi pour pas vivre d'amour et d'eau fraîche si vous avez un job passion. Allez, c'est parti, on va démarrer l'émission. Bienvenue dans Solo Nation. Solo Nation. Salut à tous et à toutes mes co-animatrices, co-animateurs de ce plateau. Je suis ravie de vous retrouver pour parler du sujet du jour. Alors, est-ce qu'on peut gagner des millions avec sa passion? Et autour de moi, j'ai une sacrée table de passionnés. Alors, j'ai pas dit qu'ils gagnaient tous des millions. Ce sera à vous de savoir en regardant l'épisode jusqu'au bout. Mais en tout cas, ils vivent de métiers passion. Donc, je vais prendre votre réact à chaud un peu sur cette question. Et puis, voilà, je vais y aller comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, Lucie Carbone, toi, Lucie, tu es humoriste. Donc ça, c'est le métier passion par excellence. Ouais, franchement, oui, je fais partie des bonnes cases quoi, là-dessus. Ouais. Voilà, je pense qu'il y en a plein qui se rêvent là, avec l'essor du stand-up, etc. Alors, ton avis, Lucie, est-ce qu'on peut vivre de sa passion? Alors, et notamment, est-ce qu'on peut vivre du stand-up? On peut vivre du stand-up, on peut vivre de sa passion. Après, par rapport à la question, j'y réfléchissais, peut-on gagner des millions de sa passion? Je pense que c'est possible, mais je ne sais pas si c'est le but. Parce qu'en y réfléchissant à deux fois, je me suis dit, est-ce que si tu gagnes des millions de ta passion, est-ce que c'est toujours une passion? Et surtout, qu'est-ce que tu fais des millions vu que tu es déjà en train d'exercer ta passion? Donc, je pense que c'est complètement possible de vivre de sa passion. Tu as dit, il y a plein maintenant d'outils, de tendances qui le favorisent et qui le permettent. Aller jusqu'au million, je sais pas. C'est peut-être parce que je suis pas encore arrivée, hein, mais c'est ça, on te réinvite quand tu l'as fait, comme ça tu pourras j'espère revenir bientôt. Du coup, oui. Alors. Oui, je peux. Non, mais j'adore, hyper intéressant. Bam, on attaque direct sur la philosophie avec Lucie, quoi. Genre, faut-il gagner des millions pour être heureux, tout ça. Merci. Bravo. Voilà. Alors, Shons, je me tourne vers toi. Toi, Shons, tu es streamer et tu es également, capitaine ou manager d'une équipe de e-sport. Président, que je me trompe pas sur le statut. CEO. CEO Worldwide International. Donc, t'as un métier vraiment dans ce que je citais, quoi, qui est un métier passion, ou en tout cas, notamment chez les jeunes et tout, qui veulent être youtubeurs, streamers et tout, ça fait quand même rêver. Notamment jouer aux jeux vidéo, etc. Alors, qu'est-ce que t'en penses? On peut gagner des millions avec sa passion ou pas? Oui, je trouve que c'est pas assez ambitieux. On peut parler de milliards dans certains cas. Il y a il y a toujours eu un vecteur important. Ça a été de vraiment être dans le gaming, dans l'e-sport, et surtout, en fait, j'ai l'impression d'avoir un impact dans ce milieu-là, parce que, par exemple, comme tu aimes beaucoup le sport, on va dire que le milieu, par exemple, du foot, il est assez fermé, il est assez bloqué. Soit tu passes par la case joueur pour être entraîneur, pour être dirigeant de la FIFA, mais t'es bloqué. Là où nous, dans notre milieu, tout est à construire. Donc, je me vois parfois un peu avec un marteau, avec mon petit seau. Et en fait, je construis des chemins pour les personnes qui seront après nous. Et c'est ce qui drive, en fait, le fait que ce soit ma passion, quelque part, c'est que je me sens vraiment utile. Et donc après, est-ce qu'on peut aller jusqu'au million à travers ça? C'est presque une question secondaire. C'est-à-dire que là, on a un impact, mais on a aussi la possibilité de faire de l'argent. Donc après, c'est en fonction de l'appétence de chacun. Est-ce que le but, c'est de trouver les failles du système pour devenir le plus riche possible? Est-ce que c'est d'être simple et heureux? C'est vraiment la crypto. Bon, en tout cas, c'est pas pour rien que t'es président, je crois. Tu as une vision, tu veux embarquer tout un secteur et tout. La classe un peu. J'adore. Voilà. Merci pour ta franchise. On va revenir sur le business model après du streaming un peu plus tard pour savoir quelle est la réalité aussi, Instagram versus reality, parce que bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vivre de jeux vidéo et tout ça, mais est-ce que ça paye vraiment? On va en parler après. Geneviève, je me tourne vers toi. Geneviève Gauvin, tu es la queen du business en ligne au Québec. Tu organises des événements business. Donc alors, est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est du business? J'ai l'impression que chez toi, Geneviève, tout est mélangé. C'est un excellent point. Je pense que je touche à beaucoup de choses. Je ne sais pas si je tombe dans la case multipassionnée, mais je dirais, pour répondre à la question, est-ce que c'est possible? Je pense que oui. Mais je ne sais pas si tous les passionnés sont capables de se rendre aux millions. Dans le sens où je pense qu'il y a des gens... Je pense qu'il y a un nécessaire
d'efforts puis de talent business, en fait, qui va devoir supporter beaucoup de passionnés qui vont vouloir faire leur expertise, qui vont vouloir faire ce qui les anime le plus. Puis ce qui les anime, c'est pas nécessairement vendre, c'est pas nécessairement bâtir l'entreprise. Donc, ils vont devoir s'associer avec quelqu'un qui a cette passion-là, à la limite, business. Pour ma passion, pour moi, elle est plus business. C'est plus contenant que contenu, à la limite. Okay. Tu parlais de digital nomad, tu parlais du lifestyle. Moi, c'est ce que ma business me permet. Mais à la limite, ma passion, c'est ma vie. À la limite, ma passion, c'est mon contenant. C'est pas tant qu'est-ce que je fais à l'intérieur de ça. J'aime ça organiser des événements business. J'aime ça être en collaboration. Mais au final, ce qui me passionne, c'est le résultat à la fin. C'est pas nécessairement le day-to-day, tu sais. L'histoire de la passion de l'artiste, la passion c'est ça, celui qui a un talent très, très, très spécifique. Je suis la personne qui a beaucoup de chapeaux, effectivement, qui collectionne à la limite les différents talents, mais je me sens pas spécialiste de rien. C'est le contenant qui m'intéresse. Bon, c'est intéressant. On a fait un plateau forcément un peu mélangé avec différentes opinions, différentes passions. Moi, c'est pareil. J'estime pas du tout que j'ai un métier passion, même si pourtant je fais des podcasts et tout. Ça peut avoir l'air cool comme ça sur le papier. En fait, moi, je suis plus dans l'idée de me dire comment je peux remplir mes journées, mon agenda avec plein de tâches qui me passionnent. Comme ça, à la fin de ma journée, c'est sûr que mon quotidien va être passionnant. Après, c'est les activités en tant que telles qui me passionnent. Je sais pas, moi, créer du contenu, créer un podcast, mais peut-être peu importe le sujet. Donc, on verra après, là, si à ma droite, c'est plus des passionnés hardcore qui changeraient jamais de sujet pour gagner plus, potentiellement. Et si nous, au contraire, on adapte un petit peu pour aussi à notre business model. Allez, le match va commencer, c'est parti. Ding, au montage. Round one. Et surtout, dites-nous en commentaire si c'est votre cas. Est-ce que vous avez un métier passion ? Est-ce que vous avez une passion que vous aimeriez monétiser et vous regardez cette vidéo en vous disant comment je vais pouvoir trouver des idées business avec ça ? Et surtout, on peut vous aider. On a aussi la rubrique le SAV des solos. On va répondre à vos questions à cette fin d'émission avec un petit coaching en live avec mes invités. Comme ça, vous allez ressortir, j'espère, avec encore plus de passion et de millions. Je vous le souhaite. Je vais vous demander de prendre les petits drapeaux. Et donc, vous avez 2 drapeaux. Donc, le drapeau violet, ça veut dire passion. Sous-entendu, on s'éclate, mais on ne gagne pas trop d'argent. Le jaune, ça veut dire pognon. Alors, premier métier passion, youtubeur, YouTube. Alors, du coup, moi, je vais dire ça. Je vais dire les 2. Donc là, on a une majorité les 2, sauf Sean. Toi, tu dis plutôt passion. Ouais, c'est hyper concurrentiel, YouTube. Ouais. Vraiment, c'est le site le plus regardé au monde, vraiment de tellement loin. Donc, si tu fais un contenu, soit il faut vraiment que ce soit de niche, soit sinon, après, tu te mêles avec tout le monde. Et surtout qu'après, les moyens de rémunération, ils sont pas si élevés. Il y a Google Ads, généralement AdSense. Ouais. Et après, d'ailleurs, de trouver des partenaires pour des collabs, ça finance généralement tes productions, mais c'est pas ça qui va te faire exploser. Alors, justement, j'ai fait mes petites recherches et je voulais vous dire que les youtubeurs dits intermédiaires, entre 100 000 et 500 000 abonnés, ils gagnent entre 2 000 et 10 000 euros par mois, incluant les partenariats. Donc, c'est pas que AdSense. D'accord ? Donc, effectivement, on voit qu'on s'imagine tout de suite qu'on gagne énormément d'argent. Et en fait, ça, c'est le très, très top market Happy Few. Et je crois que Squeezie, il gagne que 150 000 euros par mois en pub, AdSense, donc natif sur YouTube. Donc, c'est le plus gros YouTuber français, enfin, un des plus gros. Ce qui n'est pas non plus, tu te dis, imagine le premier France, il gagne 150 000 par mois. Est-ce que tu trouves ça beaucoup ? En vrai, non, mais parce que j'imagine que de YouTube, il en fait sa vitrine. C'est-à-dire que oui, en termes de revenus YouTube, il n'y a pas peut-être pléthore, ou en tout cas, peut-être qu'on estimerait plus. Mais par contre, il doit avoir en influence beaucoup plus... je ne connais pas Squeezie pour l'instant, malheureusement, mais il doit avoir beaucoup plus de sources de revenus et YouTube devient sa vitrine. C'est pour ça que moi, j'ai mis les 2, parce que je pense que sur les réseaux sociaux, c'est quand même l'un des seuls YouTube par rapport à Insta, où Insta, on vit de l'influence, on ne vit pas d'une vidéo qu'on fait sur Insta. Ça rémunère déjà, c'est vrai que ça rémunère. Ouais, mais c'est pas un revenu, c'est pas une rémunération directe, tu vois. Donc, je trouve que YouTube, à partir du moment où tu te lances sur YouTube et que tu le fais de façon un peu acharnée, c'est qu'à un moment, t'attends. Tu sais en tout cas que sur l'éventail des réseaux sociaux, c'est l'un des seuls qui peut te rémunérer. Donc, pognon. Un peu pognon. Allez, ça marche. Deuxième métier, humoriste. Je pense que le nerf de la guerre, c'est quand même ça, quoi. Ça vient si les karmas s'alignent. Il n'y a pas beaucoup de drapeaux pognon qui sont agités autour de la table.
Alors, c'est quoi ça? C'est le mythe de l'artiste fauché? C'est qu'il y a trop de concurrence? C'est que les gens payent pas assez cher pour l'humour? Comment tu analyses le truc? Non, mais de toute façon, humoriste, moi je trouve que c'est plus j'avance dans ce métier qui est l'humour, plus je me dis que c'est comme un bon vin. Tu vois, moi je trouve que, je sais pas si, tu vois, je vis de l'humour. Aujourd'hui, je peux dire que je vis de l'humour et donc c'est pour ça que je m'affiche comme. Je me présente comme humoriste. Mais je pense que je sais pas si je suis une bonne humoriste aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Je pense que la vie et mon apprentissage fait que si je fais encore ça et que ça me plaît d'ici 10-15 ans, je pense que je serai encore meilleur humoriste. Donc du coup, je pense qu'il y a une phase d'apprentissage qui fait que t'es pas un super humoriste quand t'as pas un TJM de dingue, tu vois, quand tu démarres. Donc non, c'est vraiment le métier passion, et ce qui fait qu'après tu peux en faire ton métier et en vivre, c'est avoir un spectacle, mais il faut déjà en avoir un, il faut faire ensuite en sorte que les gens viennent te voir, il faut beaucoup diversifier, donc ça peut être une stratégie d'activité, etc. Mais à la base, pour en tenir l'endurance, c'est violet, quoi. Je connais pas très bien le marché ici, mais puis je connais pas très bien au Québec non plus. Je vais mettre ça à la base, mais j'avais entendu sur une conférence une de nos humoristes au Québec qui a énormément de qui est rendue, elle l'a fait, elle a son salaire, elle a une business, on la connaît pas mal tous au Québec, tu sais. Puis je me rappelle que sur la scène, elle avait partagé qu'elle faisait 700 000 par année. Je sais que c'est pas la moyenne, on s'entend, mais dans tous les cas, mon analyse externe de qu'est-ce que c'est pas juste ses spectacles, c'est un peu que ça revient avec YouTube pour moi, c'est qu'il va falloir, comme tu dis, il va falloir que tu diversifies, il va falloir que tu fais des projets, elle fait de la scène, elle est payée pour faire de la scène aussi, pour faire des conférences. Donc on parle plus que de l'humour, on parle plus que d'être rémunéré pour sa passion, pour son expertise. Quoique j'imagine que ça a évolué parce que si tu en fais de la... Je pense que quand t'aimes la scène, là. Ouais. Je suis ce genre de personne-là. Puis elle a trouvé une autre façon de rémunérer. Ça va falloir diversifier. Voilà, on va trouver un modèle d'affaires qui est plus large que je vais faire une chose. Et alors, tu crois pas si bien dire. J'ai fait fonctionner à Bâle Deep Search sur ChatGPT pour aller fouiner et savoir combien gagnent les humoristes les mieux payés de France. Ça t'intéresse, Lucie? Alors, sans grande surprise, c'est un peu des rentes. Donc, il y avait Gad Elmaleh. Donc, ils ont fait un spectacle en binôme avec Kev Adams sur une tournée affichant 12 millions d'euros de recettes en 2016. C'est la moyenne. Ouais. Mais bon, on sait, tu nous expliqueras après tout à l'heure, le business model, c'est pas direct dans leur poche. Et surtout, figure-toi que les humoristes, ils arrivent aussi à gagner de l'argent en étant, par exemple, acteurs. Dans des films, etc. Ouais. Florence Foresti, 120 000 euros pour présenter la soirée des Césars. Tiens, idée de vente additionnelle pour toi, Lucie. Et Nicolas Canteloup, rémunéré 150 000 euros par mois sur Europe 1 pour sa chronique matinale. Par mois? Ben ouais, ça me semble énorme. Non, c'est beaucoup. Ouais, bon, faudra fact-checker ChatGPT. Attendez, il y a un petit drapeau. Non, mais surtout à la radio. Attendez, j'ai drapeau. Alors c'est celui-là. C'est quoi celui-ci? Ça, c'est quand on demande la VAR ou des preuves. Donc je vais m'auto-fact-checker. Radar à bullshit. Surtout que la radio, globalement, t'es mieux placé, mais c'est quand même connu pour pas trop payer et te donner de l'exposition. Après, moi, je suis sur une autre chaîne qui est service public, donc peut-être on a des budgets drastiquement différents, et auquel cas, ça me fait un petit peu de peine. Mais si jamais ma source est réelle, je t'enverrai le screenshot pour ça fait beaucoup d'écart. Après, moi, je suis pas contre Lou, mais... Bon, alors, ensuite, troisième niche passion, le podcast. Donc on a passion. Okay. Donc il y a que moi qui ai dit pognon. Après, alors peut-être parce que là aussi j'ai cherché un exemple qui est quand même un peu plus élevé que le commun des mortels. Alors je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que une énorme majorité des podcasteurs ne gagnent absolument pas d'argent. C'est pas une niche qui est très rentable. Moi j'étais à la Paris Creator Week. J'ai vu qu'il y en avait par exemple que pour YouTube, et les podcasteurs c'était en mode on s'en fout, quoi. Ouais, moi, j'ai eu 2 scènes, donc c'est pour ça. Voilà, c'est toi qui prenais la scène. J'ai demandé est-ce qu'il n'y a aucun podcasteur. C'était une demande, c'est la seule raison pour laquelle je venais au vidéo. Tu m'inviteras l'année prochaine. Et donc... J'ai tenté le blanc. Alors justement, j'ai quand même un des podcasteurs business les plus connus de France, c'est Mathieu Stéphanie. Et donc j'assistais à une de ses conférences où il nous donnait ses chiffres de sponsoring. Lui, il a un coût par 1000 de 90 € sur Génération Do It Yourself, c'est-à-dire que pour 1000 écoutes, il gagne 90 €. Et comme en fait, du coup, il fait 500 ou 600 000 écoutes par épisode, je crois. Mais non, tant que ça. Ouais, c'est énorme, parce que c'est un des plus gros. En gros, mon estimation, c'est qu'il gagne à peu près 45 000 € par épisode sponsorisé.
Donc là, c'est très juteux, mais pareil, c'est vraiment le haut du panier. Ah oui. C'est comme quand tu disais Squeezie, en fait, Et voilà. faut se rendre compte que le premier d'un domaine n'est pas du tout représentatif du reste. Non, et d'ailleurs, mais c'est un bon indicateur. Si le premier, le peloton est très très large. Ouais. C'est très très long. Et le ruissellement n'existe pas. On attend toujours. Et alors, attendez, sur son deuxième podcast, La Martingale, c'est encore mieux parce que ça parle de finances perso. Et là, le CPM, donc le coût par 1000, est plus fort, 120 € par 1000. Donc, en fait, les sponsors sont prêts à payer plus cher aussi sur certaines niches. Donc, choisissez bien votre niche si vous faites un podcast. Et là où il disait que les pubs grand public, genre pour Leclerc ou des supermarchés, c'est genre 4 € du coût par 1000. Donc, forcément, si tu fais un podcast grand public ou genre, je sais pas, sur la maternité ou sur d'autres trucs, bah, peut-être que tu vas être moins payé que si tu le fais sur le business en ligne. Et aussi, là, de retour sur investissement, parce que si tu fais quelque chose qui est très large, sur un podcast qui est très niché, l'engagement, la conversion va être pas nécessairement extraordinaire. Et moi, à mon petit niveau, je suis un peu une anomalie statistique parce que je vous mettrai en lien l'étude qu'il y avait eu sur la monétisation des créateurs de contenu en France. C'est Fiverr et je crois que ça a été présenté à la Creator Week. En fait, la plupart, tu dois avoir au moins 300 000 abonnés ou je sais pas quoi pour gagner. Et moi, je gagne 50 000 €. J'ai gagné 50 000 € l'année dernière sur mon podcast en sponsoring, alors qu'il fait relativement peu d'écoute, mais parce qu'il est très niché sur le freelancing et solo business et qu'il y a des acteurs qui sont prêts à payer, des logiciels, etc. Et c'est complètement atypique par rapport à d'autres podcasts où il faut faire des millions d'écoutes pour gagner 10 000 balles. Quoi. C'est eux qui viennent te contacter ou c'est toi qui les démarches Non, c'est quand même moi qui les démarche. Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Non, parce que il y a aussi ça par rapport à YouTube, c'est que nous, YouTube, on est souvent sollicités. Ouais, là où le podcast, tu dois démarcher. Ouais. Et il y a aussi cette chose à prendre en compte en termes de travail dans l'ombre. Quoi. Ouais, du coup, il y a du back-office, effectivement, de prospection. Ouais, bravo à toi. Beau travail. Merci. beau back-office. Alors, la prochaine niche passion, écrivain. Ah ouais, bon. Allez, Allez, hop là, la passion. Il n'y a pas eu tout ça. Franchement, c'est très clair. Il y a très, très peu d'auteurs qui gagnent bien leur vie. Alors, la marge, à peu près, sur la vente d'un livre, c'est 10% du prix du livre. En auto-édition, c'est un petit peu mieux. Ça peut aller jusqu'à 70% de marge. Et bon, sans le soutien d'un éditeur, etc. En France, c'est encore plus dur parce qu'on a moins de personnes qui peuvent lire, donc le pourcentage est plus faible. Et je pense qu'on a un rapport avec la lecture qui est assez différent des contenus digitaux. C'est qu'on veut vraiment que tout le monde puisse être en capacité de lire. Donc, on peut pas monter les prix de manière infinie, tu vois. Genre, un livre demain de Racine à 99 €. Et c'est bon, attends, le gars, il est mort depuis 500 ans. Quoi. Donc, et je pense qu'il y a aussi cette métrique à prendre en compte. Il y a un respect de l'écrit qui vient de passer. J'ai déjà vu la prospection par le livre. Tu envoies ton livre à des dirigeants, par exemple, en papier. Et du coup, tu ressors un peu là où tu serais en spam. Alors moi, je vais vous dire, je suis pas sur la route du million du tout parce que mes livres auto-édités que je viens juste de sortir il y a 1 mois, je voulais vous faire rire un peu, screenshot, 564,98 € sur Amazon de redevances estimées. Voilà. Et le livre, il est à combien ? Il est à 20 €. Alors, je sais plus combien j'en ai vendu, mais c'est pas mal. Mais du coup, c'est pas rien. Non, et par rapport à la stratégie que tu dis, moi, je l'ai fait pour l'avoir dans mon top funnel, c'est-à-dire rendre plus accessible mes idées, notamment pour faire connaître le soloprenariat. Et je me dis, en le travaillant bien, en faisant plusieurs versions, etc., voilà. Mais bon, enfin, on est encore loin du million, donc on va passer au prochain business model. Vous êtes prêts ? C'est OnlyFans. Alors, je ne sais pas si on peut considérer que ça soit passion, d'ailleurs. J'imagine que pour certains, peut-être, mais... Non, mais il y a eu l'histoire d'une youtubeuse américaine qui était spécialisée en sciences, qui a un doctorat en sciences, qui a décidé d'arrêter complètement en disant, ça sert à rien, en mettant une photo de mes pieds, je gagne 10 fois plus qu'en faisant des travaux sur tableau hyper profonds. Elle dit, dans ce cas-là, elle est passée de ça à l'argent. Et ça me c'est fait terrifiant. Ça, c'est terrifiant. C'est terrifiant. C'était une vraie anecdote. Il y a quand même des choses qui contredisent un peu ce que tu viens de dire. Il y a eu des enquêtes sur ça. Donc, derrière le mythe de je vends des photos de mes pieds, etc., ils ont montré que c'était beaucoup de travail. Le revenu mensuel médian d'un créateur sur OnlyFans, c'est entre 150 et 300 €. Donc, tout de suite, ça calme. Donc, c'est un complément de revenu, mais voilà. Mais toujours pareil, peut-être que le haut du panier s'en sort très bien. On entend toujours parler des histoires des gens qui font plus de revenus. Parce que la majorité des gens, c'est la même chose pour les YouTubers, c'est la même chose pour comme les humoristes aussi. On a parlé de personnes qui ont vraiment réussi, qui font énormément de revenus.
mais ça revient à la Alors même qu'on a chose. Lucie Carbone autour de la table. Humoriste. Des plaques. Tu vas nous montrer l'inverse. Et allez, un petit dernier, les artistes. Ah ouais. Ouais, Ça dépend quel. Ouais, ça dépend. Coin C'est très de large, l'art. artiste. Alors, je parle pas de Beeple qui a vendu son NFT, je sais plus combien de millions. mais c'est pas artiste, Ça, c'était c'est un pas peu artiste, l'épiphénomène. alors, c'est pas artiste. Épiphénomène. En fait, là, la stat, elle est assez gravos aussi. C'est 85% des artistes-auteurs gagnent moins que l'équivalent du SMIC annuel. Voilà. Bon, Ouais. on n'était pas surpris parce qu'on avait levé les petits drapeaux. C'est pour dire que vous étiez plutôt Oui, mais ça bons dépend élèves. de l'exemple. Mais ouais, Oui. c'est vrai que artiste, c'est pas... Bon, voilà, donc c'est pas si simple que ça de vivre de votre passion, mais on va vous aider, on va vous donner des points pour justement gagner plus quand même en faisant un métier que vous aimez pour pas finir complètement OnlyFans. d'amour. Gagner plus en kiffant plus. Oh, un Même programme ça, qu'on n'a même jamais ça. entendu. On a un président, il faut qu'on se mette avec des slogans comme ça. Ah ouais. Voilà. Alors, avant quand même, j'aimerais bien qu'on débunk un petit peu les métiers passion. Parce que ça a l'air quand même hyper stylé sur le papier. Déjà, on a vu que c'était difficile. Et avec Geneviève, je m'associe à elle, on a des questions quand même sur vos métiers passion pour voir s'ils sont si passion que ça. Lucie, Shons. Donc, si je devais faire un peu Instagram versus reality, déjà, c'est quoi le truc le plus relou dans vos métiers passion qui ont l'air bien comme ça sous tout rapport? C'est en fait d'être en contrôle constante du monde qui évolue vite. Parce qu'une fois que tu as un acquis, tu te dis, OK, bon, j'ai compris, c'est ça. Dans le monde dans lequel on est, 6 mois après, ça peut ne plus être ça. Et donc, d'être en constante recherche, de tout le temps se dire, OK, est-ce que c'est ça que je dois faire? Est-ce que c'est comme ça que je dois le faire? Ça peut tendre vers parfois un petit peu de prendre des prises de mauvaises décisions ou autres. Donc, je dirais que c'est surtout ça, la veille constante. T'as le cerveau en surchauffe, quoi. Tu peux jamais te reposer. Ça va, j'arrive à gérer bien ça, mais en tout cas, si tu veux faire les bons choix, il faut constamment te remettre en question. Et c'est pas un travail facile d'être en introspection permanente. Ouais. Et attends, un deuxième truc, parce que pour faire ces plateaux, t'as des disponibilités de ministre un petit peu là avec tous tes streams, parce que toi t'as un travail. On va partir dans 5 minutes d'ailleurs. T'as un travail hyper synchrone. Du coup, le stream, c'est en direct et tout. C'est pas stressant ça un peu dans ton quotidien? Non, ça va. Alors pour le coup, je fais partie des streamers qui ont des plannings très réguliers. C'est-à-dire que moi, je stream tous les matins en gros 10h, 14h. Donc ce qui fait que je peux me caler. C'est comme un travail de bureau finalement, même si c'est d'animé. Et après, là, oui, ce soir j'ai des missions avec un espagnol, un italien, enfin bref. Mais je suis content. C'est l'ONU, quoi. Je suis content de passer. Imaginez un italien. C'est le G8. Angela autour de la table. Oh là là, en ce moment, c'est chaud. Rien de politique. J'adore. Non, mais c'est bien de savoir un peu, parce que tu vois, on pourrait se dire, ouais, je suis sur Internet, je suis business en ligne, je suis wild. Et en fait, quand tu le dis déjà tous les jours, je sais pas, 10h à 14h, ça fait déjà quand même des horaires contraints. Par exemple, est-ce que toi, tu supporterais de telles contraintes dans ton business? Toi qui as plus un business lifestyle. Oui, honnêtement. Je pense que ça dépend de la personnalité aussi des gens. J'ai été la personne qui dit « OK, je veux pas d'horaire, c'est flou. » Mais il y a une partie de moi qui recherche cette structure-là puis cette répétition-là parce que ça évite de réfléchir à un certain moment aussi. Tu sais, je regarde des gens qui parlent... Je regardais... l'émission avec l'immobilier français, justement, avec l'agence. La famille. L'agence, merci. Puis justement, il y avait un des invités à Gas qui voulait acheter une maison. Puis il dit, moi, je porte la même chose tous les jours. Ça m'évite de réfléchir. Puis c'est pas la première fois que j'entends ça. Des gens qui ont peut-être une garde-robe, ils mangent tout le temps la même chose tous les jours. Parce que ça leur permet d'éviter de réfléchir pour se concentrer sur d'autres choses qui sont plus importantes. Moi, j'adore ce mindset. Ça, j'ai pas non plus tant de vêtements, t-shirts ou autres, mais... La pression pour la prochaine émission, il faudra que tu changes de chemise. Non, mais c'est comme un Sim, ça. Et en vrai, je trouve que c'est... C'est la fatigue décisionnelle, ça s'appelle. Oui, puis je pense que quand, justement, t'as besoin d'être la personne qui est l'entrepreneur, qui génère ces nouvelles opportunités-là, puis que t'es pas tout le temps dans ton moment passion aussi, la fatigue, puis de trouver ces nouvelles stratégies-là, puis de décider, c'est l'option A ou l'option B qui va m'aider le plus, un moment donné, ça devient lourd. Donc, dans sa vie personnelle, tu veux ta liberté, mais au niveau, à la limite, de la business, moi, j'aime bien ma routine, honnêtement. Puis, assez que, tu sais, je vais tout le temps au même café chaque jour, les gens connaissent ils me connaissent mon nom, j'arrive, j'ai même pas besoin de commander, ils savent. Je suis très routinière, à la limite. Mais au niveau personnel, j'aime ça, être capable de décider, OK, là, ça suffit, je veux faire d'autres choses. OK. Je pense que ça dépend un peu des sphères de la business. Intéressant. Et toi, Lucie, c'est quoi le truc un peu sans filtre, relou dans ton métier? Je trouve que moi, c'est de, mettre sa passion dans un cadre. Moi, j'adore la scène, par exemple. Mais on disait tout à l'heure, moi, je peux pas vivre que de la scène. Je suis obligée
Je vis de l'humour, mais je vis pas de la scène. Donc, je suis obligée à un moment de trouver d'autres stratégies pour vivre de l'humour. Donc, ça peut être écrire pour d'autres personnes, ça peut être, on l'a dit tout à l'heure, faire de la figuration. C'est quoi le truc le plus chiant que tu as dû faire en mission pour gagner de l'argent? OnlyFans. Vous savez, tout à l'heure, j'ai fait ça, mais en vrai, je connais très très peu. Le plus pénible que j'ai eu à faire. Là, par exemple, en fait, il y a en ce moment un truc sur les réseaux sociaux. Par exemple, on m'a dit, ouais, ce serait bien que tu fasses une vidéo tous les 2 jours, que tu continues d'avoir une régularité pour satisfaire les algorithmes. Et ça c'est ça qui m'énerve. Aujourd'hui, ça, c'est quelque chose que je trouve pénible. Une contrainte, ok. Super intéressant. Qu'est-ce que vous ont dit vos proches quand vous êtes lancé dans ce métier-là? Waouh. Moi, ça date quand même pas mal, puisque donc j'ai fait une école d'ingé et ensuite je me suis lancé à fond dans le gaming. Et à partir du moment où j'ai eu mon diplôme, ils ont fait vas-y, c'est bon. Ils ont dit. Et du coup, je leur ai dit juste je vais quand même voir pendant 1 an, un peu voir ce que ça donne et tout. Et finalement, ils ont été très supportifs. Ils ont vu comment ça évoluait et tout. Donc, trop mignon. Ça va, ouais. Et toi, Geneviève? Moi, je suis pas sûre qu'ils comprennent encore. Ça fait 12-13 ans, puis mais ils posent de plus en plus de questions. Tu sais. Je pense aussi que quand tu révèles des chiffres à des parents qui sont habitués, puis c'est qu'ils veulent aussi un lifestyle spécifique pour leur kid, à un moment donné, c'est OK, là, ça fait assez longtemps qu'elle fait, là, elle devrait être solide, là, c'est correct, là, ça va bien. Je comprends pas qu'est-ce qu'elle fait, mais maintenant, ça va, tu sais. Fait que, mais oui, c'est clair. J'ai même échangé ma maîtrise pour un programme en ligne en 2012. Puis, j'arrive à mon père et je lui dis, est-ce que je peux avoir l'argent que tu as mis de côté pour ma maîtrise, mais je veux l'investir dans un programme d'une fille aux États-Unis, ça va coûter 2000 US. Est-ce qu'on fait ça? Mon père est pharmacien. Il vient pas de cet univers-là du tout. Ça a été tout un débat. Finalement, j'ai réussi. Le talent de négociatrice de Geneviève était déjà à l'œuvre. J'imagine, mais au final, tu sais, c'est dur d'expliquer à des gens qui ne sont pas de cet univers-là. Je pense qu'éventuellement, ils sont devenus plus... Mais ça a pris un moment. Moi, je pense qu'il faut se faire beaucoup confiance soi-même aussi quand on se lance, parce que moi, c'est pareil. Au début, mon mec, il me disait « Arrête de faire ton Instagrammeuse », parce que je postais des trucs sur LinkedIn. Ouais. Et j'étais dégoûtée, quoi. J'avais envie de le tuer. Je sais que tu es supportif aussi à d'autres moments. Mais tu vois, ce petit côté un peu, le doute du salarié qui projette sur toi quand tu es entrepreneur, ça, on l'a vachement. Et vous, peut-être, artiste et tout ça, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'ils ont dit Moi, ma mère, elle n'a pas compris. Mes parents, globalement, n'ont pas compris. C'est-à-dire que moi, j'étais en CDI dans une grande boîte de 440 avec... Concrètement, la prochaine étape, c'était la retraite. Donc vraiment, si tu veux, la voie était tracée, les avantages, les vacances, les entrées par Astérix, vraiment, ça roulait, quoi. Et donc, ma mère était prof et mon père était commercial, mais commercial dans un truc qui roulait bien, ça allait. Et donc, c'est vrai, quand je leur dis, je renonce à la sécurité, au confort pour faire... comique. Ils m'ont dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont vraiment pas compris. Il y a eu je pense que j'ai éveillé un tunnel, tu vois. Ils ont pas compris. Et c'est vrai qu'il y a un besoin de faire ses preuves. Là, par exemple, j'ai joué à l'Olympia avec le point virgule il y a quelques mois. Ils sont venus. C'est vrai que ça a validé quelque chose. Genre, ils ont compris maintenant ou pas? Ils ont compris. Ils ont vu à l'Olympia, ils ont dit. Mais même au début. C'est bon. Non, ils ont compté les places dans l'Olympia. Ils ont fait. C'est bon. Non, c'est bon. Elle s'en sort bien, ma fille. Tu sais, où moi, mes parents, ils me regardent. Je suis leur enfant, donc ils attendent. Ils ont rigolé. C'est bon, ils ont rigolé. Ils ont rigolé, Lucien, ils ont rigolé. C'est bon, la petite, elle a pas fait un four, tu vois. Donc vraiment, ils ont une peur de... Non, mais vraiment. Parce que nous, c'est vrai que l'humour, on a cette particularité de... Si les gens ne rigolent pas ou n'applaudissent pas, c'est hyper... ça peut être traumatique. Et quand je suis partie, quand j'ai posé ma démission et je dis ouais, je pars pour faire de l'humour, ma mère a eu cette façon de parler à ses amis en disant elle s'amuse, voilà, comme s'il y avait un côté un peu un préjugé, ou en tout cas ça m'a comment dire, j'avais l'impression que c'était un caprice, c'était une crise de la trentaine, et je me dis déjà elle s'amuse, peut-être que ça peut être bien. C'est peut-être la base. C'est ça, j'espère. Et le sous-texte, je le ressentais comme on sait pas trop, on s'amuse. Mais merci de mettre ça sur le plateau, parce qu'en fait, il y a quand même ce côté, effectivement, le côté jouisseur du métier passion qu'on nous pardonne pas trop. Parce qu'on fait des podcasts, parce qu'on fait des émissions, on fait du streaming, on fait des scènes, je pense que est-ce que ça renvoie aux gens le fait que eux, ils sont un peu plus sacrificiels dans leur vie pro, ils aimeraient bien aller vers ça, ou est-ce qu'au contraire, ça leur renvoie vers les insécurités de j'ai pas le droit de m'amuser parce que s'amuser, c'est pas du travail. Sauf qu'en fait, vous prouvez autour de cette table qu'on peut faire les deux. Alors quand même,
parlons d'un petit côté sonnant et trébuchant, parce que c'est ça aussi le thème de l'émission. On a le côté passion, on a le côté million. Donc, c'est quoi le business model pour vivre de sa passion? Sean, je me tourne vers toi. Je connais pas du tout ton business model. Voilà, streamer, j'ai vu que tu as des millions de followers. Donc, je me suis dit, ça doit bien tourner pour lui. Des centaines de milliers. Ouais. Voilà, t'as raison. Je veux bien. Mais alors, comment partir du principe que, en gros, il y a, on en parlait un peu avec Lucie en off, c'est que maintenant, pour moi, il faut être vraiment sur tous les canaux. C'est-à-dire que tu peux pas juste faire un truc et te dire les gens vont venir. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ton cercle vertueux de réseaux sociaux nourrisse le tout. Et plus tu vas en créer, et plus ça va créer un effet tornade. Wow, c'est la folie, des milliards. Tu peux pas juste être sur Twitch, par exemple. Tu as besoin des autres réseaux sociaux pour envoyer... mais juste, je gagnerais pas autant. Ok. C'est plus ça. Donc, en gros, il y a Twitch. Twitch, donc, tu as la partie des subs où les gens peuvent s'abonner s'ils aiment bien ton contenu. Ça fait en gros 5 € par abonnement, etc. Tu as les marques qui veulent faire des opérations commerciales. Donc, moi, il y a des éditeurs de jeux qui veulent présenter leurs jeux en avant-première ou autre pour que je fasse découvrir ma communauté. Il y a les marques, nous, par exemple, on est partenaire avec Emma, les matelas qu'on voit un peu partout, et du coup, ils veulent cibler la communauté gaming, donc ils passent par moi, par des copains. Je suis en train de chercher Et c'est la 3e année qu'on re-signe avec eux. C'est des gros chiens. Ouais, c'est vraiment un truc de fou. Alors, petite annonce pour Emma, les solopreneurs dorment aussi. Peut-être qu'ils écoutent ça. Cette émission. Non, mais en tout cas, il y a cette volonté, en fait, pour les marques, elles ont compris un truc, c'est que plutôt que de juste cibler des gens, ils veulent cibler les passions des gens. Et en vrai, il y a plein de gamers maintenant qui sont enfin un peu, genre, à notre âge, on vient de passer la trentaine et tout, qui commencent à avoir des responsabilités. Et en fait, ils ont aussi ce pouvoir d'achat. Donc, du coup, quand tu à travers notre canal. Donc, il y a ça. Après, il y a YouTube avec les ads, les OP sur ads. Après, il y a les différentes émissions. Et donc, tout ça. Si on dessinait un peu un camembert et tout, ça représenterait quoi comme proportion? Qu'est-ce qui te fait gagner le plus, quoi? Je dirais que c'est quand même les opérations commerciales, même les non endémiques, pour dire précisément. Il y en a certaines. C'est vraiment les opérations qui sortent du cadre du gaming. Tu vois, les trucs où vraiment je joue à un jeu vidéo. Ça va me rapporter, je sais pas, pour 2 heures, c'est 3 000 €, 3 500 €. Et t'as les opérations endémiques sur un plateau. Par exemple, on a fait une opération avec Tonton, c'est un autre collègue streamer. On a mis en avant la marque Tanoshi pour un truc de serpent, etc. Là, tout de suite, le chiffre, c'est x2, x3 pour la création du projet. Donc, il y a beaucoup de canaux différents. Et moi, je le vois comme ça, et après, je rendrai la parole, mais j'ai semé beaucoup de graines pendant ces 10-12 ans, et en fait, sans trop me prendre la tête. C'est-à-dire que j'ai fait du contenu pédagogique, j'ai fait du hosting, j'ai un talk show, etc. Et en fait, juste, il y en a certaines qui poussent. Comme ça, et au bout d'un moment... Ambiance diversifiée. Voilà, moi, j'ai fait ça aussi. Tout le monde m'a traité de folle en me disant « Mais tu t'éparpilles, c'est n'importe quoi ». Maintenant, je suis bien contente aujourd'hui. On a le même mindset pour ça. Ok. Bon, Geneviève, tu vois ça de quel œil? Alors, le business model, le business économique de ces métiers passion. T'en vois d'ailleurs, toi, dans les entrepreneurs qui t'achètent tes événements, tes programmes en ligne, des gens qui vivent bien de leur passion? Oui, en fait, c'est sûr qu'en organisant les événements, en n'étant pas coach nécessairement, j'ai pas le contact direct avec eux. Fait que j'ai de la misère à dire. Je leur demande pas comme à l'achat combien tu fais. C'est ça, je pense que c'est possible, mais c'est très, très, très diversifié quand on vend de l'information, ce qui est plus mon univers, l'infoprenariat. Quand on vend des formations en ligne, quand on vend du coaching, des programmes de groupe, c'est de l'éducation. On éduque les gens à faire quelque chose. Ça, c'est clé, ça, parce que beaucoup de métiers passion vont se transformer en infoprenariat. Je suis danseur, je t'apprends à faire de la danse. Je suis pâtissier, je t'apprends à faire des galettes des rois. Je dis ça parce qu'on a Adrien Tornier, qui est un petit prodige pâtissier, qui est aussi dans la team des co-hosts de Solo Nation. Et je peux vous dire que lui, il en a fait des infoproduits aussi de cours de cuisine. Donc, quelles seraient tes recommandations là-dessus sur ce sujet infoproduits? Je pense que dès que tu sais un step plus loin que les autres, tu es capable de faire quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont attendre d'être littéralement la sommité mondiale dans un certain sujet pour dire « Ah là, je peux faire une formation en ligne parce que là, je suis legit. » On dirait que ça les valide, mais en même temps, c'est faux. Puis de toute façon, quand tu es la sommité mondiale, le prix que tu vas falloir que tu charges aux gens parce que ton expertise est tellement unique, puis le retour sur investissement, je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc, si tu es à l'étape 2, tu vas enseigner aux gens à l'étape 1. Tu n'as pas besoin d'être plus loin que ça. Puis les gens, tu les enseignes à atteindre l'étape 2, puis toi, en attendant, tu vas aller à l'étape 3, et ainsi de suite. Fait que je pense que ça, c'est beaucoup ce qui arrête les gens. Mais tu sais, le modèle d'affaires de l'infoprenariat est très, très, très large, dans le sens où
oui, le produit de base, à la limite, ça va être cette éducation-là, la formation, certaines personnes qui vont faire du coaching en one-on-one, c'est pas nécessairement que tout le monde va faire. Les programmes de groupe aussi. Mais après ça peut être YouTube aussi, là. Ça peut être faire de la scène en conférence. Ça peut être plein de choses. Fait que, tu sais, moi, j'en ai un podcast puis je le monétise pas, là. Genre zéro. J'en ai pas de sponsor dessus. C'est pas que c'est pas quelque chose que je veux pas faire, peut-être. Ça pourrait être une autre façon de monétiser mes acquis puis mon audience. Mais j'attire les gens à travers le podcast, puis ensuite, je les amène dans mon monde où je vends d'autres choses. Fait que je pense que c'est des modèles d'affaires qui sont extrêmement spécifiques puis focusés sur une branche, tandis que, tu l'as dit, l'infopreneuriat, c'est souvent peut-être la fin ou quand ça fait tellement longtemps, les gens te demandent « Oh, mais comment t'as fait? » Tu sais, je t'entends parler de YouTube, puis je suis comme « Hey, où ta formation sur YouTube? » Tu sais. Non, mais c'est vrai, c'est ça pareil. Elle va te faire créer ta formation là, maintenant, Sean, si tu sortiras pas de ce plateau sans avoir créé une formation avec Geneviève. Parce que les gens posent des questions, après ça, je dis « Mais comment toi t'as fait? » Mais j'ai un rendez-vous à 20h. Mais voilà! Avec un Italien et un Et un Espagnol! L'ONU, Mais voilà, mais les gens posent des questions parce qu'on admire ces personnes-là, puis on se dit, ben moi aussi, je veux la même chose. Fait que pour beaucoup, c'est la fin du parcours, à la limite. Mais je pense que pour ceux qui choisissent ça, ils vont choisir quelque chose de très, 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 très large. On peut vendre de la merch, si on veut. Il y a des gens qui font des produits physiques. Il y a des gens qui font, ils peuvent rajouter du e-commerce là-dedans. Il y a tellement de choses qu'on peut faire quand, à la limite, c'est toi, la brand. OK. Intéressant, on va revenir là-dessus parce que tu partages beaucoup tes expériences et tes revenus aussi en public. On va en parler juste après. Et alors, en termes de business model, je me tourne vers toi, Lucie. Combien ça gagne un humoriste? C'est comment on fait de l'argent quand on est dans ce domaine? Je pense qu'il y a plein de fourchettes possibles en fonction de sa notoriété, de comment on est suivi sur les réseaux, quel réseau, etc. Moi, mon business model, en vrai, j'ai pas eu de stratégie. Ça m'est venu à moi. J'ai planté des graines. Et en vrai, c'est fabuleux. On a des agriculteurs ici. Exactement. J'attendais qu'il pleuve et je me suis dit, oh, ça pousse. Non, mais en fait, je trouve que, non, mais pour de vrai, c'est ça, c'est que j'ai fait plein de vidéos gratuite de fait pendant très longtemps et un jour petit à petit j'ai été contactée pour faire de l'humour en entreprise. J'ai eu le temps de faire un spectacle, j'ai fait un spectacle. Le fait de jouer dans un spectacle, ça m'a apporté des cachets, une visibilité pour ensuite intégrer France Inter. Donc en fait, j'ai l'impression que, en tout cas moi je suis hyper à l'aise avec le fait de diversifier, c'est-à-dire que on peut faire des vidéos, il y a des plateformes qui rémunèrent très bien. Moi c'est pas le cas, mais sur TikTok j'ai des collègues qui je pense ont revenu grâce à TikTok. Il y a les spectacles, il y a parfois de la coécriture, il y a parfois de la mise en scène aussi pour d'autres humoristes. Il y a les chroniques. Moi c'est vrai que je fais de l'humour en entreprise, et alors si je dois parler de business, ce serait ce business-là. Parce que bonne niche, parce qu'ils ont de quoi payer aussi les entreprises pour organiser. Alors oui, c'est vrai que c'est pas les mêmes cachets que les spectacles. C'est vrai que c'est pas du tout le même. Oui, c'est vrai. Donc après, c'est quelque chose que je fais avec parcimonie, parce que je trouve que parfois, quand on monétise entre guillemets trop sa passion, je trouve qu'on peut aussi s'enfermer dedans. Moi, je sais que si, par exemple, tous les jours, je me retrouve à faire de l'humour dans des auditoriums, aussi bien soit-il, je pense que ça me frustrerait. Parce que ce que j'aime profondément, c'est la scène et la scène grand public, et écrire et faire des blagues, etc. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai besoin aussi, même intellectuellement, de diversifier. T'as quitté le corporate, c'est pas pour tous les jours revenir en corporate, faire des blagues. De temps en temps, je le fais avec plaisir, parce que je trouve qu'il y a des tendances, il y a des évolutions. Moi, j'ai connu les open space, maintenant il y a le flex office. La cybersécurité, c'est un sujet que je trouve que j'adore. Enfin, tu vois, c'est peut-être con, mais j'adore ce sujet. C'est vrai que je vais pas arriver au point virgule en disant vous avez changé les mots de passe. Donc tu vois, le faire devant un public qui est un peu plus peut-être averti sur ce sujet, c'est aussi pour moi facilitant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je vis de la scène, de chroniques. J'ai honnêtement aucun revenu issu de mes vidéos, si ce n'est peut-être 16 € sur YouTube tous les 2 mois. Mais effectivement, ça sur permet, LinkedIn, hein. Ça lâche. Hein. J'ai scoré. Moi, j'y suis pas, Lucie. Je suis pas aux 16 €. Et alors, attends, je me faisais quand même une réflexion, parce que on a tous soulevé le petit drapeau, passion, pas de pognon. Le prix des chroniques. Parce que je t'ai demandé des chroniques, etc. Et c'était 800 € la chronique, hors taxe. Pour moi. Je t'ai fait un prix d'amis. Merci. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, ok, c'est pas dégueulasse par rapport à ce que j'imaginais. En gros, je me suis dit, 800 €, c'était mon TJM, moi, quand j'ai commencé en freelance.
Donc, tu vois, alors je sais que tu fais pas ça tous les jours parce que ça demande de la capacité d'écriture et tout, mais tu vois, peut-être pour mettre une petite case dans le côté pognon, je trouve que c'est pas mal quand même. Oh oui, ah non, mais vraiment, moi, oui, complètement. Oui, tout à fait, surtout que c'est moi qui l'ai chiffré, donc je me souviens bien du devis que je t'envoyais. Non, mais complètement, moi, enfin, c'est un sujet, c'est vrai que quand on est troubadour, comique, artiste, c'est vrai qu'il peut y avoir un combien tu gagnes, combien tu fais, mais l'intermittence, ça va. Moi, en vrai, c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que j'ai tellement à un moment dont je me souviens bien, qui est le Covid, j'ai tellement fait de vidéos, j'ai tellement investi, j'ai tellement engagé d'énergie, je dis là, je donne tout. J'ai énormément diffusé. J'ai fait des lives, j'ai fait plein de vidéos sur tous les supports, etc. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, moi j'ai planté. Et à un moment, oh purée, la vie te fait que de temps en temps, il pleut. Donc là, c'est cool, tu vois, j'ai eu un spectacle. Donc concrètement, quand je joue mon spectacle, moi j'ai un cachet, alors ça dépend des scènes, mais j'ai un cachet de 150 à 200 euros. Après, il y a des droits d'auteur qu'on touche en fonction de la recette qui est faite sur le dit spectacle. Les droits d'auteur, ça peut aller de 50 à 200 euros, tu vois, en fonction des salles. Les chroniques, alors moi, je suis pas sur Europe 1 et je suis pas à Canteloup, donc on n'est pas du tout sur ces ordres de grandeur. On est même en dessous de la chronique. Il faut bien qu'il y ait des solopreneurs qui payent un peu à la place de France Inter. Toujours un peu de privé, ouais. Mais et donc c'est vrai que le fait de faire de l'humour en entreprise. Honnêtement, ça se fait depuis longtemps. Je pense que j'ai été peut-être l'une des premières humoristes quand même à le dire et à l'assumer. T'as marqué humoriste la plus connue du CAC 40. La moins connue des Français, mais la plus connue du CAC 40. Et c'est toujours le cas. Et tu vois, je trouve ça trop smart parce que dans les niches aussi, il y a coach sportif. On n'en parle pas beaucoup, mais tu vois, tout le monde veut être coach sportif et tout. C'est pareil, les coachs, s'ils font pas de B2B, ils galèrent un petit peu. Moi, j'ai plein de potes qui font du B2B. QVT, prévention au travail et compagnie, et c'est bien aussi de choisir cette cible. Mais c'est même, tu vois, parfois, moi, il y a des humoristes qui me disent « Ah, mais t'y vas pour les sous ?» Je lui dis « Mais en vrai, franchement, et c'est le luxe de ma position, c'est pas que. C'est même pas... Franchement, j'en suis à un point où j'ai tellement diversifié que j'ai le luxe de temps en temps, quand ça me va pas, d'un point de vue agenda, d'un point de vue contexte, j'ai le luxe de dire non. Donc je suis plus, et je pense que c'est important quand on fait des métiers passion, de ménager aussi sa passion, de la garder animée, de pas peut-être être tenté ou de... Être tenté, on l'est, mais en tout cas de succomber aux sirènes du PEL ou tu vois, pour rester enjoué. Garder du temps créatif aussi. Garder du temps créatif, de la détente, moi je trouve ça hyper important. Et donc c'est vrai que, en tout cas, j'ai aucun problème à dire que je fais de l'humour en entreprise et que ça m'arrive. Et quand je le fais, du coup, les gens peuvent être rassurés que je le fais avec enthousiasme. Et donc il y a d'autres humoristes qui le font aussi et qui m'ont demandé, mais comment tu chiffres ? Et en fait, c'est vrai que je chiffre. Par rapport à l'expérience que j'ai eue. Moi, j'ai travaillé 5 ans en entreprise. Tu vois, je te parlais de la cybersécurité. Je sais pas si tout le monde peut parler, déjà, a envie. C'est pas forcément une envie. A envie et comment on parle de la cybersécurité. Moi, c'est vrai que j'ai travaillé dans la tech, donc je considère, c'est peut-être mon côté diva, que je peux avoir une expertise sur le sujet. Non, mais c'est vrai. Tu la chiffres. En fait, il faut, je trouve que quand on se lance dans sa passion, quand ça devient monétisable, il faut avoir une conscience. Et c'est pas être... c'est pas se la péter de se dire que, mince, on a son parcours, on a sa valeur, on a son expertise, on a passé du temps sur les sujets, on va le valoriser à hauteur de ce qu'on pense juste. Moi, c'est ça que je chiffre dans les musées. Ou que je dis aux humoristes qui me le demandent, est-ce que toi, tu es à l'aise de justifier ce budget? Moi, je suis à l'aise avec... Alors, super intéressant, parce qu'on a fait une autre émission sur le rapport à l'argent des entrepreneurs, et je pense que c'est une question clé. Et notamment, désolée pour le cliché, mais je pense que les entrepreneurs passion, il y a un peu ce petit côté, je le fais pour ma passion, c'est déjà bien de vivre pour ma passion, donc est-ce que vous voulez bien me payer, s'il vous plaît, mais je ne vais pas demander trop, ni trop cher, et tout ça. Ça dépend aussi de à quel point tu as envie de faire la chose dite. Oui. Moi, il y a parfois des OP avec des marques que je trouve ouf, où vraiment j'ai envie de leur dire, mais franchement, donnez-moi 500 balles et limite je le fais, quoi. Ouais. Où il y a des marques où vraiment j'ai pas trop envie d'aller à cet event, ce qu'ils me demandent c'est un peu chiant. Et là je dis, bah écoutez, le week-end, 10 000, je le fais. Et il y en a qui t'ont dit oui. Ça arrive plein de fois. Hein. Ah, c'est coup de poker, j'adore. Ah non, mais en fait, la métrique, c'est en fonction de si j'ai envie. Et là, typiquement, j'ai été contacté par mail hier pour un truc hyper sympa. Il m'a dit, combien tu prends pour ça, et j'ai descendu le budget volontairement parce que j'ai envie de le faire et de le proposer aux gens. Et donc, c'est une expérience cool.
Et donc, je monitor par rapport à ça aussi. En vrai, moi, il y a un truc, ça m'a débloqué ma vie et mon rapport au projet et à ma gestion de mon agenda. Quand je me suis dit, il y a un projet qui m'arrive, c'est quoi mon algorithme de décision? Et donc, j'ai 3 critères. J'ai un critère, le kiff, qu'on essaie de bichonner. J'ai un critère, visibilité. Est-ce que... mais généralement, ça... Enfin, non, c'est pas lié. Non, visibilité, est-ce que potentiellement, ça peut me faire des petits et tout? Genre l'Olympia, par exemple, c'était pas 100 000 €, mais c'était cool. Voilà. Et financier. Quand ça coche tout, c'est merveilleux. Et après, c'est vrai que les 3, de réfléchir à, mince, est-ce que ça m'apporte du kiff, de la visibilité ou du financier? Le financier, il faut pas le négliger forcément, parce que ça te sécurise, surtout quand on est comique, on sait qu'on peut avoir un projet incertain. Donc, quelque part, ça te sécurise aussi ton projet. Donc, d'avoir ces 3... ces 3 critères-là dans le process de décision. Hyper intéressant de voir comment vous buildez aussi vos projets, votre passion, etc. Sean, est-ce que tu aurais des anti-conseils aussi, des trucs qu'il faut surtout pas faire pour pas se faire avoir quand on est dans un domaine passion? Tu vois, des trucs que tu dirais aux débutants qui se lancent dans le streaming ou quoi, d'éviter? Alors déjà, ça dépend, je crois que Geneviève, tu en avais parlé un petit peu, mais à quelle étape on est aussi, si on est vraiment au tout début, où on découvre ça, est-ce que c'est le 3e business qu'on lance? Est-ce que c'est... Alors je pense que les conseils ne sont pas adaptés à chacun. Ceci étant dit, il y en a quand même un déjà, je dirais que c'est de ne pas avoir peur aussi de s'entourer correctement. Parfois on est très en mode je vais le faire tout seul, et puis ça me fera des économies, et puis de toute façon les week-ends c'est fait pour travailler. Alors qu'en fait, de savoir s'entourer, c'est vraiment une clé de fou, de quelle que soit la décision. Moi, typiquement, on en parlait tout à l'heure, il y avait un truc, même si je suis vachement sur les réseaux sociaux publiquement, par exemple, j'ai pas TikTok. Je n'ai pas l'implication, je l'ai jamais installé, ça m'intéresse pas, parce que je le vois comme un gouffre de temps, et je vois beaucoup de gens tomber là-dedans, et que ça me fait peur. J'ai l'impression que c'est une drogue de laquelle je veux pas toucher. Et donc, en fait, je me dis, mais putain, mais il faut quand même que je sois sur TikTok. Qu'est-ce que j'ai fait? Plutôt que de me forcer, je me suis dit, OK, je vais prendre quelqu'un qui va travailler avec moi, et du coup, il fait tous les shorts, les Insta, les TikTok. Et donc, c'est de l'argent de ma société qui sort, mais qui me libère. Et donc, je dirais que c'est ça aussi. Et puis du temps pour ta passion aussi. On en parlait tout à l'heure pour pas finir. Comme souvent, d'ailleurs, moi, j'ai reçu pas mal de commentaires en préparant cette émission à base de est-ce que c'est pas une illusion de vivre de sa passion? Parce qu'au final, on passe sa vie à vendre et à publier des trucs sur les réseaux sociaux, quoi. En fait, faut pas être trop business pour avoir 0 pause et du coup 0 créativité, parce que c'est dans ces pauses-là que vont nous venir les idées dingues qui vont nous faire passer des paliers. Tu vas nous en parler après. Ah oui. Mais c'est aussi si tu as 0 idée business. Je suis désolée, moi je vois plein aussi de solopreneurs passion. Ils font pas de bilan, ils savent pas combien ils gagnent. Ils me disent les sponsors viennent vers toi, mais je leur dis pas du tout. Mon gars, au début personne te connaît, il faut quand même que tu ailles chercher les trucs. Une question pour toi, Geneviève, parce que nous parlions des lifestyle business. C'est finalement presque un peu l'opposé. C'est de se dire ok, je vais pas me rémunérer grâce à ma passion, parce que peut-être j'en ai pas d'ailleurs. Mais par contre, je vais choisir un métier cool avec des horaires pas chiants que je peux faire en remote. Par exemple, du freelancing, du livrable, faire des sites internet et tout quand je veux. Comme ça, je diminue ma quantité de travail. Je passe pas par les affres que vous venez de montrer, qui sont quand même difficiles d'entreprendre dans sa passion. Je m'économise un peu et après, j'ai du temps pour mes passions. Est-ce que tu peux me parler de ce business model-là, qui, j'ai l'impression, est forcément très connu sur le continent américain, peut-être un peu moins encore en France, parce qu'on a un peu de retard, et en Europe? C'est ça. Pour moi, le lifestyle business, c'est vraiment, comme tu l'as mentionné, de focuser sur soi en premier. Après ça, c'est de bloquer le temps pour soi, puis ensuite, la business va arriver. Donc, la business me sert à moi et pas le contraire. Ce que j'adore comme mentalité, parce qu'au final, quand on se lance souvent en entrepreneuriat, même dans un métier passion, on se dit on veut faire ce qu'on aime. Puis souvent, on va tomber justement dans les trucs qu'on n'aime pas faire et tout. Puis il y a des choses qu'on fait parce qu'on pense qu'il faut qu'on fasse aussi. Fait que d'essayer de limiter puis de trouver c'est quoi notre essentiel à la limite. C'est quoi qui est essentiel pour moi, pour mon bonheur. Puis ça part de là. Puis ensuite, tu bâtis le projet qui va supporter cette chose-là et qu'est-ce qui est essentiel pour la croissance puis l'atteinte des objectifs de Jen. Pas nécessairement de la business. Parce qu'à partir du moment où si c'est la business qui lead, Jen va sacrifier tout pour nourrir la business. Fait que c'est vraiment de flipper le modèle pour se mettre au centre au lieu du contraire. Et tu veux, je te raconte une petite anecdote parce que ça corrobore exactement ce que tu dis. Moi, j'étais donc mes 2 premières années en freelance, je faisais à peu près 100 000 €, donc j'étais contente, quoi. Quand en freelance, c'était pas mal, mais j'avais le temps de rien. Et notamment, moi, je me suis installée à Nantes pour pouvoir aller surfer plus souvent. Donc, je suis une
mauvaise apprentie surfeuse, mais je persévère. J'en ferai certainement pas mon métier, n'est-ce pas? Et donc, bref, je me dis, putain, et à chaque fois que je voyais qu'il y avait des bonnes vagues, j'étais pas dispo. J'avais des réunions, j'avais des trucs et tout. Et je me dis, mais merde, en gros, je suis partie du corporate pour devenir freelance et je suis jamais dispo. Et là, ça a été le switch pour moi où je me suis dit, OK, c'est bon. Fuck, là, faut que j'ai de l'asynchrone. Donc, faut que j'ai des projets, des machins, mais plus des trucs tous les jours parce que sinon, je pourrais jamais aller surfer. Et tu sais quoi? Et je pense que c'est ça qui m'a fait faire le switch entre freelance et solopreneur. Donc, parfois, ça se joue à un petit truc. Et tout ça, c'était juste pour pouvoir y aller une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. En fait, quand on dit vivre de sa passion, et tu as mentionné le terme des millions, mais en fait, on n'a pas besoin de millions pour vivre de sa passion. C'est en gros, on a malheureusement dans cette quête du capitalisme toujours l'envie d'avoir plus. On veut plus. Genre, il y a toujours des exemples de celui-là a réussi, cette personne aussi, etc. Mais en fait, si on connaît tous un petit peu notre cap financier, on se dit voilà, je sais pas, avec... Bon, c'est encore une fois un luxe, plein de personnes sont dans le besoin, mais si on arrive avec 3 000 € par mois à bien vivre, parce que peut-être qu'on a un compagnon, une compagne qui peut aider, ou peut-être qu'on n'a pas non plus envie d'avoir des 10 Porsche dans notre garage, et bien en fait, on peut se dire c'est assez. Et du coup, en fonction, on peut moduler. C'est-à-dire que je connais plein d'amis dans le streaming qui se tuent, ils streament genre 10 heures par jour limite, ils font toutes les émissions et machin. Alors oui, ils gagnent plus que moi, mais... Bah, moi, j'ai une super chérie, j'ai un super appart, j'ai le temps de voir mes potes, j'ai le temps de voir ma famille, j'ai un club. Donc, en fait, sans jugement, il faut aussi savoir un petit peu qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie. C'est vraiment plus posé et parfois juste. C'est déjà beaucoup, 3 000 € par mois. Et bah... Puis il y a des étapes aussi dans ce qu'on parcourt. Je sais que moi, la première année où j'ai fait... Mais je disais oui à tout. Je disais, mais un chien fou, quoi. Sauf qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que t'as un corps, que t'as un état psychique. Donc tu dis, ah bah tiens, je vais peut-être d'un truc, j'en sais rien, à 500 €, je vais peut-être le basculer à 800. Non, mais tu vois, faire scaler, c'est ça qu'on dit dans le jargon. Scaler, tu vois, le budget, parce que tu sais que quelque part, tu l'as déjà fait, donc tu sais que ça va rouler. Comment dire, on prend confiance et en prenant confiance, peut-être aussi qu'on acquiert la légitimité qu'on cherchait peut-être au début. Et finalement, tu vois, c'est d'autres projets qui arrivent, c'est pas forcément les mêmes, peut-être les mêmes budgets. Et ça, et oui, une chose, il faut peut-être dire en oui. remplacer une autre. Pour moi, il faut dire oui à tout au début. Il faut toujours dire oui. Et en fait, déjà, tu apprends vachement sur toi aussi. Tu sais ce que tu as envie et ce que tu n'as pas envie. Et en fait, le fait de faire plein de choses fait que les gens vont te voir faire plein de choses et vont dire ok, lui, il a envie de faire des trucs. Et ils vont se projeter avec toi, alors que quelqu'un qui est plus rare, qui se bouge jamais, qui... t'as pas envie d'être avec lui. Donc, il y a ce mindset. Mais je trouve que c'est un apprentissage sur nous aussi, de savoir combien, comment dire, en termes d'organisation, combien, dans quoi je me sens à l'aise, où ça répond le mieux, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc je trouve que c'est une étape. Après, moi je trouve que c'est quand même de temps en temps un luxe de savoir dire non. Mais c'est le luxe, je trouve. Je suis d'accord. Et il y a un deuxième nom que je trouve intéressant à étudier. Je sais pas si vous l'avez vécu, mais c'est quand, par exemple, il y a une soirée. Ça peut être une soirée vraiment entre potes, machin, ou une soirée un peu gala, etc. Et vous n'êtes pas invité. Alors que, selon vous, vous deviez être invité, de gérer le fait de ne pas être invité à quelque chose aussi. C'est un travail sur soi qui est dur. C'est un peu le, ok, tu dis oui à tout, mais quand il y a un truc que tu as envie de faire et qu'on t'invite pas, comment tu gères le truc, tu vois? Et d'avoir un peu de recul et de dire, ok, c'est juste que c'est pas pour moi. C'est votre côté diva. Les artistes. Je trouve ça intéressant comme rapport avec soi-même. C'est très commun. Mais heureusement que je me parle. Moi, j'ai raté plein de soirées. Hein. Est-ce que tu t'es dit, putain, il m'invite pas, c'est des fous, ou est-ce que t'en veux? Ah ouais, non, moi je m'offusque pas. Je sais pas si vous avez lu, en tout cas c'est un tout nouveau livre, mais Let Them, The Let Them Theory de Mel Robbins. Let Down, non, je l'ai pas lu, mais je l'ai vu dans ta newsletter. C'est un excellent livre justement qui parle un petit peu, en tout cas, pas que de ça, mais de laisser les gens aussi faire leurs trucs parce qu'on les contrôle pas finalement. C'est tellement hors de notre contrôle aussi, ce genre de trucs-là. Puis c'est avec l'expérience, puis je veux dire, c'est un muscle aussi là, d'apprendre à dire non. Puis avec l'expérience, à un moment donné, tu fais comme, OK, mais regarde, de toute façon, comme c'était pas pour moi, c'était pas mon opportunité, mais aussi qu'est-ce que moi je peux faire dans le dossier, puis qu'est-ce que je dois laisser aller parce que je le contrôle pas du tout. Ça fait partie des choses que tu peux juste pas contrôler. Là. Ça tombe très bien que tu parles de ça, Geneviève, parce belle transition. Là, vous allez faire un jeu dont vous ne pouvez pas contrôler la réalité, puisque ça va être un tirage au sort. Dans mes petites cartes, là, j'ai des métiers passions. Enfin, j'ai des passions. Vous allez tirer une carte au sort et puis vous allez devoir me trouver une idée pour la monétiser, cette passion. Vous êtes prêts? On va voir si vous êtes si fort que ça. On a combien de temps pour une fois qu'on lit la carte? Non, rapide. Alors, vas-y. Attends. Tire une carte. Dans Koh-Lanta, je comprends jamais les règles de deux. Tire une carte
Vas-y, dis-nous le métier passion sur lequel t'es tombé. Photographe animalier. Photographe animalier. Allez, vas-y. Bon. Tu Là, pitches. je trouve T'as une minute pour trouver comment gagner de l'argent avec ça. Photographe animalier, les gens ne sont pas assez proches de la nature. Donc, il faut reconnecter les gens à la nature, donner envie aux citadins, aux gens qui n'en peuvent plus de la ville. La thune, c'est la thune. Side business, allez, side business. C'est la thune, c'est la thune. Non, mais c'est parfait. J'ai gagné. Ouais, j'ai gagné, c'est parfait. Trop bien. Non, moi, pas de chien, je vais en prendre 10 pour faire ça. Ça me donne envie de voilà. photographe dans la salle. Moi, j'aurais pensé aux photos de portraits des animaux aussi, parce que tu sais, les animaux, ça devient comme des enfants. Oui, et du coup, là, je pense que je vais proposer à Anne-Elisabeth là qui nous fait. Ah, grave. Ah ouais, grave. Voilà. Et là, tu fais un studio spécial adapté avec des petites croquettes. Ok. À un moment, j'ai pensé aux zoos, mais les zoos, en ce moment, c'est pas... Ouais. Allez, Geneviève, on va voir sur quoi tu vas tomber comme passion. Pâtissier amateur. Ah, pâtissier. Bon, il est amateur, là. Il n'y a pas encore d'expérience. Là. Il est tout nouveau. Là. Moi, j'ai une copine qui a fait son CAP pâtisserie, par exemple, en parallèle de son taf. Tu vois, pas pour projet d'ouvrir une boulangerie, mais plus comme ça, par passion. Je te dirais, il y a plusieurs choses. C'est souvent, les gens vont se dire, je vais travailler dans une pâtisserie, dans une boulangerie, mais au lieu de justement sortir de ça, je pense qu'il y a des trucs. Tu sais, t'es pâtissier, déjà, il y a quelque chose de festif, dans le sens où, tu sais, en tout cas, de notre côté de l'océan, tu sais, c'est festif, on achète comme, c'est une sucrerie, quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher de ce côté-là? Il y a quelque chose d'événementiel, on s'entend, dans le sens où c'est pas... J'essaie, c'est comme, écoute, ça peut être des formations en ligne. Je veux dire, on peut commencer à former les gens à la maison aussi sur l'être capable de le faire. Ils n'ont pas nécessairement envie d'avoir quelqu'un qui vient. Ça coûte beaucoup plus cher. Donc, je vais faire un gâteau pour mon fils qui n'aura pas l'air, tu sais, les failed Pinterest, là, tu sais. Ouais. Fait que ça pourrait être à la limite une formation là-dessus. Pour être une bonne cliente, parce que mes enfants, j'essaie de leur faire des gâteaux originaux tous les ans. C'est chaud. Hein. J'ai fait un rainbow cake complètement raté l'année dernière. Alors là, je te donne la... Puis la pâtisserie, en plus, c'est scientifique. Là. C'est la science, c'est de la chimie. Là, 17h. Non, je rigole. Oh mon Dieu. Allez, Sean, on va voir tes talents de monétisation de passion. Agriculteur urbain. Oh, waouh. On dirait une blague. Hein. Ça, c'est dur. Non, mais c'est vrai qu'agriculteur urbain, alors déjà, je pense que de plus en plus de personnes viennent vivre en ville de nos jours et ça tend à évoluer. Parisien, t'as pas un petit potager de balcon, absolument un truc pas, comme non. ça, non? Non, mais alors, là, on va plus loin. Je parle d'agriculture légale, hein. Potager. Non, mais alors, je trouve que c'est vachement bien parce que même on est dans une ère où de plus en plus, il y a de plus en plus de gens en ville et on essaie de plus en plus de végétaliser les villes et les centres-villes. Et je pense que ça va passer par des projets comme celui-ci et en fait de pouvoir, alors, soit commercialiser son espace, soit de pouvoir trouver un petit peu les lieux et d'inviter des gens à faire des week-end do, donc des petits ateliers de 2 heures où tu peux venir en tant qu'apiculteur ou autre, bref. J'ai envie de faire une levée de fonds, là. T'es vraiment, on sent ta façon de... T'es CDO de quelque chose. Canon. Tu sais que une des formations les plus vendues sur Udemy, c'est créer son bonsaï, un truc comme ça. Donc en fait, c'est des trucs de jardinage. Et une autre formation chez Amy Porterfield, une de ses élèves qui a cartonné de ouf, c'était créer son potager de balcon. Des formations en ligne. Donc ça te montre tu vois, le potentiel de cette idée. La simplicité aussi. Voilà. Donc hyper bien. C'est super ce jeu. Voilà. Donc non, je trouve ça génial. Racontez-nous si vous avez des idées pour monétiser votre passion et puis on va vous donner. Chronique Insta pour nos dernières idées. Donnez-moi 2-3 trucs et... voilà. Bon, j'espère qu'on a réconcilié en tout cas la passion et les millions. Et pour finir, on va quand même vous aider à gagner encore un petit peu plus d'argent avec la rubrique Qui veut du CA. C'est parti. Alors, Qui veut du CA, c'est notre rubrique dans Solo Nation où on aide la Solo Nation à lancer des business qui rapportent. Et qui rapportent rapidement, facilement, ou en tout cas avec notre œil et notre expérience, on veut des idées de business à lancer maintenant. Racontez-nous d'ailleurs dans les commentaires si peut-être vous faites ce genre de business ou si vous êtes prêts à les lancer. Lucie, qu'est-ce que tu nous proposes comme idée de business dans tes sphères? Qu'est-ce que tu as vu dans ton radar? Une activité de ciné-corporate. Pourquoi? Parce que moi, je suis un petit peu tombée dans la réconciliation entre l'art, globalement toutes les disciplines artistiques, et le corporate. Je trouve ça super que les entreprises s'ouvrent à d'autres disciplines, l'humour, mais pas que. Et donc, trouver une agence qui propose de la diffusion de films en lien avec les tendances managériales et ensuite peut-être qui débriefent, qui proposent des cafés, des bars, éventuellement chouquettes, dans un but d'ouverture de chakra et même de productivité. Je vais vous dire même de productivité parce que parfois la créativité, l'échange, le recul, la stratosphère, ça nous permet d'être un peu plus productif. Donc je trouve que c'est une agence qui pourrait
qui pourrait se faire son nid. Ça marche. Geneviève, qu'est-ce que tu as en stock dans ton radar un peu de business à lancer là en 2025? Aïe. Ben, c'est sûr que comme mon univers, ça reste justement l'infoprenariat. Mais ça dépend des niches. Il y a des niches qui vont évoluer pour qui les formations en ligne, on est tanné d'en faire. Pourtant, dans d'autres, pas du tout. Genre, j'ai une collègue qui travaille avec une entrepreneure qui fait du canage, qui enseigne aux gens comment faire du canage. On a parlé des différents types de sujets, mais je pense qu'au niveau de cette niche-là, de ce modèle d'affaires-là, c'est vraiment de regarder justement c'est quoi qui intéresse les gens aujourd'hui, c'est quoi les problématiques. Écoute, merci beaucoup. Sean, qu'est-ce que tu nous proposes en business à lancer? Je ne sais pas si vous savez, mais de plus en plus de personnes commencent à vivre en ville de nos jours et du coup, on est en train de végétaliser un petit peu nos terrains. Et revient cette... Attends, bravo, l'agriculteur c'est bon. Voilà, t'essayes de nous recycler, de nous repurposer là, mais on t'a vu. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Mais non, moi j'avais écrit parce que je voulais un truc un peu éloigné du gaming pour aussi donner d'autres idées. Moi, je suis assez attaché à l'esprit étudiant. Avec cette vie-là, il y a beaucoup d'étudiants qui sont en galère en ce moment, que ce soit en précarité ou autre. Nous, avec notre équipe e-sport à Aegis, par exemple, on est vachement avec l'association Copain pour essayer d'éviter tout ça, de faire la distribution alimentaire ou autre. Et il y a aussi d'autres, pas pour avoir discuté avec eux, d'autres aspects sur lesquels ils galèrent, c'est trouver des stages, trouver des alternances. Donc, ils ont vraiment le double problème. Et donc, c'est sur ce deuxième aspect-là, au moins que l'idée d'entreprise peut naître, c'est vraiment d'avoir une plateforme en fait qui met en relation les étudiants avec les entreprises. Moi, quand je cherchais un appart il y a longtemps, c'est mes premières découvertes à ce niveau-là, je suis tombé sur un site qui s'appelle Loc Service. C'est pas du tout une OP, mais juste pour vous dire le système, c'est en gros quand tu es locataire, tu déposes ton dossier, tu réponds à pas mal de questions et vraiment tu mets tous les détails. Tu dis non, je ne ferai pas de fête, promis, non. Et bref, en tout cas, tu mets genre vraiment un truc énorme. Et du coup, c'est le propriétaire qui peut regarder la base de données et dire toi peut-être pas, toi peut-être pas. Et en fait, il contacte directement le locataire. Recherche inversée. Et ça m'est arrivé du coup d'avoir des appels, proprio qui me dit vas-y, on aime bien ton profil et tout. Donc là, l'idée serait d'avoir des étudiants qui remplissent vraiment une plateforme, un profil, voilà, que ça tu puisses le monétiser, que les étudiants s'ils veulent se poster, ce soit 50 € et que les entreprises si elles veulent accéder à la database c'est tant. Et en fait, il y a un cycle naturel entre les étudiants, entre les entreprises qui fait que c'est infini. Donc... Bon, mais parfait pour un petit job alimentaire aussi quand tu es étudiant et tout. Moi, j'ai vu l'essor du freelancing, je trouvais ça pas mal quand même pour les étudiants. Ouais. J'ai pas connu moi à l'époque, mais voilà. Alors moi, du coup, avec ma seule et unique passion, à part le soloprenariat, qui est le surf, j'ai essayé de trouver une idée, parce que le surf, c'est typiquement le métier passion où t'es mal payé. Si t'es prof de surf, t'es quand même assez, tu sais, comme les métiers wellness et tout. Ouais, en fait, souvent, prof de yoga et tout, t'es quand même super mal payé. Et t'es bronzé. Ah oui, il y a ça. T'es le teint. Instagrammable. T'es payé au soleil. Ça, bien sûr, je ne me prononcerai pas. C'est un avantage, pas financier, voilà. C'est un avantage. Et ben, je me suis dit, là, pareil, comme les freelances, trouver la bonne niche. Et en fait, j'en ai trouvé une ancienne surfeuse de gros. Elle est préparatrice mentale pour combattre la peur du surf. Et en fait, quand tu es surfeur, il y a forcément ce moment qui arrive où tu as peur parce que tu as des accidents ou quoi. Et du coup, par exemple, préparateur mental pour surfeur, à mon avis, c'est beaucoup mieux payé que prof de surf. Et moi, j'ai pris plein de cours de surf et maintenant, je serais prête à payer quelqu'un qui me prépare. Ce serait pas moi le préparateur mental, je peux vous dire. Mais voilà, donc tu vois, dans l'idée de la passion, ok, mais peut-être une niche où, comme tu disais, les intersections. Genre, une seule intersection suffit pas. Maintenant, il faut peut-être genre deux ou 3 intersections pour être méga niché. Racontez-nous, en tout cas, en commentaire, si vous avez des business dans ce genre, si vous allez en lancer un. Promis, on prend pas de royalties, hein, donc vous pouvez y aller. C'est pas dit. Si vous voulez exactement l'idée au nom propre, il y a le contenu de Flavie. Là, Je ne me prononce pas sur mes invités, bien sûr. Et puis, maintenant, on va vous aider aussi à régler vos problèmes de solopreneur. C'est la rubrique SAV des solos. C'est parti. Alors, dans cette émission, on aime bien aussi aider les solopreneurs avec les problèmes de la vraie vie. Donc, vous pouvez poser vos questions en tapant SAV et puis en posant votre question dans les commentaires et on tire au sort et vous aurez votre coaching gratuit avec nos co-animateurs, co-animatrices. Elle est pas belle, la vie ? Alors, pour vous, j'ai sélectionné une question de Claire Siosi. Donc, Claire, elle est solopreneur et la question est simple mais puissante. Elle nous demande, Claire, comment supporter les downs ?
donc les downs dans notre activité de... Financier ou dans la tête? Ah ben, c'est pas précisé. Et je pense que c'est les deux. Je pense que les deux sont liés, mais plus la tête, à mon avis. Et à mon avis, dans les métiers passion, dans le soloprenariat, il y a vraiment ce côté up and down permanent. Moi, j'appelle ça les montagnes russes. Des fois, tout va bien, c'est trop génial. T'as tes notifications, Stripe, ton machin et tout. Le lendemain, tout est pourri. Comment vous faites? Vous avez 1 minute pour donner des pistes à Claire. Ouais, moi, je vais donner plus une métaphore que je trouve hyper adaptée. C'est le musicien, c'est-à-dire l'artiste. C'est-à-dire que quand il va sortir un album, il espère que ça explose, il espère que ça cartonne. Et généralement, on va dire dans cet exemple-là, c'est le cas. Et en fait, un artiste, il sait, parce que c'est le domaine de la musique, il sait qu'au bout d'un moment, les gens vont moins écouter, tout le monde n'est pas Queen. Et donc, au bout d'un moment, en fait, il faut gérer cette rechute. Donc, s'il essaye de capitaliser le plus possible sur cet album, de faire des concerts, des tournées à l'infini pendant 10 ans, bah c'est normal qu'au bout de la 7-8e année, il n'y a plus personne dans ces concerts, parce que bon, change un peu. Et en fait, je pense que c'est ça, en fait, il faut anticiper le moment où il y aura un down et le préparer, soit, alors du coup, en faisant rien, il y en a plein d'artistes, musiciens qui font leur vie tranquillement, soit en préparant le nouvel album. Et si tu arrives à un petit peu plus régler cette façon-là de faire, en fait, tu peux un peu prévenir le down, qui est à mon avis déjà la première étape vers la gestion du down. Hyper intéressant. Merci beaucoup pour ce conseil puissant. J'adore la musique. J'ai moi-même pris note. Pour ton prochain down, je sais. Exact, Comment tu gères ça, ces downs qui peuvent succéder à... Moi, il y a quelque chose qui m'aide de plus en plus, c'est le sport. En vrai, moi, le sport, quand je suis dans un tunnel un peu stressé, etc., bim, je vais courir. Et c'était pas le cas il y a quelques années. Je vais courir, je fais mes petites brasses et ça me détend tout de suite. Là, ça me sort, je coupe tout, je vais faire mon sport et après, il y a je sais pas pourquoi, si c'est dans le corps, qu'est-ce qui se passe, mais ça me sort, je reviens dans une énergie, dans une discipline allez, on se remet au travail, bon, bah là, c'est pas bon, on va essayer de faire autre chose. Donc, le sport m'aide. Ok, bah hyper pratique en même temps aussi, donc trop bien, merci beaucoup. Geneviève, tu fais quoi quand t'as un down? C'est sûr que j'allais commencer aussi avec s'entourer, là, honnêtement. Puis pas juste des gens qui vivent qu'est-ce qu'on vit, mais des gens qui l'ont déjà vécu aussi parce qu'ils ont la perspective. C'est normal de vivre ces moments-là. Ils vont arriver encore et encore et encore à l'infini parce qu'à chaque fois qu'on essaie quelque chose de nouveau, ben, il y a un moment où on va frapper un mur de « Ah, je sais pas du tout comment faire ça, ça va pas du tout. » Mais si tu poses les bonnes questions. Mais je pense qu'il y a aussi, tu sais, c'est la gestion du mindset, la gestion des émotions qui va être tough. Parce que si au final, tu finis par rester à focusser sur l'affaire qui va mal, tu vas pas prendre le pas derrière pour être capable de voir la bigger picture. Puis je revenais tantôt avec là-dedans, tout le concept de qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je peux pas contrôler. Il y a plein de choses qui nous arrivent qu'on ne peut pas contrôler. C'est les comportements des consommateurs, c'est les situations économiques, c'est you name it. Okay. Qu'est-ce que toi, tu peux contrôler dans cette situation-ci? Premièrement, tu peux pas nécessairement contrôler tes émotions, mais tu peux contrôler comment est-ce que tu les vis. Est-ce que tu te laisses l'espace pour les vivre actuellement, premièrement? Tu laisses pas de les vivre parce qu'éventuellement, ils vont partir. La crise de l'émotionnel va partir. Puis ensuite, une fois que tu es sorti de là, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Est-ce que je peux poser des questions? Est-ce que je peux aller voir quelqu'un? Est-ce que je peux essayer quelque chose de nouveau? Ça m'arrive souvent d'avoir ces dents-là, mais je pense que plus tu restes dans cette action-là, dans qu'est-ce que moi, je peux contrôler dans la situation, tu vas finir par essayer quelque chose qui fonctionne. Tu vas essayer plein de choses qui ne fonctionnent pas du tout, mais tu vas avoir de la data à savoir qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour moi maintenant. Mais de rester à focusser sur ça ne fonctionne pas, ça ne va pas t'aider à t'en sortir. Donc, de faire ce pas-là derrière puis d'essayer des choses. Puis ça se peut que tu essayes pendant que tu es encore en down. Puis ça va être difficile. Puis ça va être difficile émotionnellement aussi de continuer. Mais je pense que plus tu fais ces pas-là, plus les nuages partent plus rapidement. Il y a peut-être un truc sur le diagnostic aussi, je me rends compte. De quand tu arrives dans... De down, de mince, est-ce que c'est une surcharge? Est-ce que c'est un problème d'organisation? De prendre du recul, bon, ok, là ça va pas, c'est une émotion, on en sort très bien. Mais au moment où tu es redescendu, de se dire qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et là, j'ai envie de rebondir. Dès que tu as fini, tu me dis... Vas-y, c'est bon. Nouveau solopreneur, être un médecin... Le business, c'est être un médecin de personnes en down. C'est-à-dire que si vous pensez vraiment avoir un problème, comme un médecin le fait, parce qu'avoir un down, c'est équivalent d'être malade. En gros, être malade, c'est un symptôme, quoi. Mais ça peut être très très grave, comme ça peut être juste un petit rhume. Et en fait, le médecin est là pour diagnostiquer, c'est-à-dire le même mot. Et je pense que ça pourrait être hyper intéressant d'avoir cette personne-là, tu vois, qui est capable de dire, bah voilà, consultation. Moi, j'essaie d'identifier avec ce que vous me dites
votre business qui peut ne pas aller, je vous donne quelques clés. Et ensuite, vous essayez de faire votre tambouille, mettre une bouillotte sur vous, de prendre un Dolly. Moi, je me dis toujours un peu le truc des apprentissages, quoi. Je me dis, si j'ai un down, c'est que je me suis retrouvée dans cette situation parce que j'ai tenté un truc, tu vois. Et typiquement, le genre de down, moi, qui me saoule, c'est le commentaire négatif sur les réseaux sociaux qui te plante ta journée. Mais ça nous plante tous, t'es d'accord? Moi, je suis sur un chat Twitch 4 heures par jour allumé. Et mais j'ai une communauté très gentille. Donc moi aussi, j'ai une communauté très gentille, mais de temps en temps, t'en as un qui va te planter les 1000 autres. Voilà. Donc ça, et je me dis, ouais, j'ai obtenu ça parce que je me suis mis en risque, parce que je propose un nouveau format, parce que je propose des choses. Et je me dis, voilà, c'est un peu la rançon d'essayer. Mais alors ça, je me permets, parce qu'il y a le... Je pense que ça vous est peut-être déjà tous et toutes arrivé. C'est que, en fait, parfois, il y a des gens... Je sais pas comment expliquer autrement de manière crue, leur tête ne nous revient pas. C'est-à-dire que, non mais c'est vrai, il y a des gens parfois, t'es en mode, oh là, je le sens pas celui-là. Et tu lui as même pas parlé, mais c'est comme ça. Tu vois, c'est du jugement de premier regard. Parfois, c'est les signes astro qui correspondent pas. Mais... Et en fait, par exemple. C'est les pires. Donc voilà, et en fait, il faut se dire, moi, je vois souvent comme ça, que ces personnes-là, c'est eux. Alors, il y en a qui vont se taire, mais il y en a qui vont dire, plutôt que de dire j'aime pas ta tête, ils vont dire pas ouf comme contenu. Et en fait, si t'arrives à te dire qu'au juste, ok, on n'est pas compatible, tu passes à autre chose. Et du coup, moi, je saute très vite cette étape-là. Je pense même, sans tomber dans un truc hyper naïf, mais que parfois le down, c'est juste une étape. Ça veut dire que c'est un apprentissage, mais que l'étape d'après, elle arrive. C'est-à-dire que là, peut-être, je sais, j'en sais rien, mais peut-être surcharge, trop de projets, difficile, etc. Hop, comment scaler? Bon vocabulaire. Ça se pique. C'est peut-être l'étape d'après qui est arrivée. Tu vois, c'est peut-être un moment de transition vers une meilleure organisation, vers déléguer. S'organiser. Le creux de la vague. Mais j'aime ça l'aspect évolution aussi. Parce que souvent, quand tu arrives dans ce moment de crise-là, c'est clairement que tu es sur le bord de passer à quelque chose de nouveau, puis de te transformer. Ça a l'air très intense, très Pokémon, mais au final, j'aime me voir moi-même comme un Pokémon. J'aime ça, voir les dernières évolutions, puis je suis capable de les voir spécifiquement dans ma timeline de vie. C'est cool, ça. Ouais, puis souvent, ça vient avec un photoshoot. Tu sais, c'est comme les gens qui changent leurs cheveux. Là. Je suis comme, OK, j'ai besoin d'un photoshoot, parce qu'à la limite, je vois cette personne-là. Elle existe. J'adore l'idée. Elle est là. Puis quand je suis dans cette période de crise-là, de questionnement énorme, je sais pas qu'est-ce que je veux, je sais pas qu'est-ce que je suis, je sais pas c'est quoi ma valeur, c'est parce que je sais qu'il y a quelque chose de bon qui s'en vient. Fait que de pas rester dans cet état-là de « ça m'arrive, je suis nulle, je vais pas bien », mais de continuer de faire les actions qui vont te mener vers l'éclosion de la nouvelle version, tu sais. Bon, bref, Claire, on est avec toi. J'espère que ça t'aura aidé à supporter ton down. On en a plein, des up and down, et c'est ce qu'on raconte aussi dans Solo Nation avec mes invités à chaque émission. J'espère que cette émission vous a plu, vous a redonné un peu la flamme de la passion et puis la perspective aussi pour aller au million. Si vous le souhaitez, bien sûr, ce n'est pas une obligation. Mais en tout cas, on sera très content de pouvoir vous aider à continuer dans ce chemin-là. Donc, si vous avez aimé l'émission Solo Nation, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, des likes, des étoiles aussi sur Apple Podcast. On prend tout. On prend tout, ouais. Voilà. Nous, on vit d'étoiles et de likes plutôt que de millions. Voilà, quand on est créateur de contenu. Et surtout, j'espère que vous kiffez écouter l'émission, que vous soyez au Québec, en Belgique, en Suisse ou, je sais pas, n'importe où, en train de jouer aux jeux vidéo, où vous voulez, digital nomade. Voilà, en tout cas, vous n'êtes pas tout seul à essayer de vivre de votre passion et de la monétiser. Nous sommes des millions, nous sommes une nation, c'est la Solo Nation. À bientôt dans les prochaines émissions et salut à vous les solos. Ciao, ciao. Salut. Solo Nation.